Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, avec mon collègue Nicolas, nous sommes chargés d'études dans l'équipe porc de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc lui, il est plutôt en bien-être et moi en conduite d'élevage. Et nous allons vous parler aujourd'hui des répercussions sur le travail des éleveurs qui ont lieu lorsqu'on met en place des pratiques qui améliorent le bien-être animal dans les élevages de porcs. Cette présentation, elle est issue de différentes études que nous avons pu mener ces dernières années. Tu peux passer, Nicolas. Merci. Pour présenter un peu pour les non-spécialistes du porc, on vous a fait un petit schéma qui rappelle le fonctionnement d'un élevage de porc. Donc en fait, on a deux parties. On a la partie truie et la partie porc. Et donc la partie truie est plutôt dans la partie reproduction. On gère un troupeau de truies qui enchaînent les cycles. Donc, elles ont les inséminations artificielles en verraterie. Et ensuite, la plupart du temps, là, elles sont bloquées. Ensuite, elles sont transférées en sac de gestation en groupe. Au moment des mises bas, donc, elles sont transférées en maternité où la plupart du temps, elles sont en contention. Et ensuite, on sèvre les porcelets à 21 ou 28 jours dans les élevages conventionnels. Et là, les porcelets rentrent dans la partie droite du schéma, donc dans la partie plutôt engraissement, où là, on gère les porcs. Donc, ils sont en post-sevrage et à peu près 6 semaines. Et ensuite, ils entrent en engraissement avec ensuite un abattage autour de 6 mois. Par rapport aux personnes qui interviennent dans les élevages de porcs, on va retrouver les éleveurs, mais aussi des salariés et des bénévoles. Pour le temps qui passe sur les différents travaux qu'il y a dans les élevages de porcs, donc là, il y a la moitié du temps qui est passé en essaige et 33% du temps en post-sevrage et en engraissement. Ce qui est apprécié par les personnes qui travaillent en élevage de porc, c'est le travail avec les animaux, le fait que ce soit un travail très technique avec un suivi des performances et un rythme rapide, la conduite d'entreprise aussi pour les exploitants et le fait que ce soit un travail très organisé avec la conduite en bande, on peut prévoir à l'avance le travail qui sera fait toutes les semaines, toute l'année, tout est prévu à l'avance. Alors, moi, je vais vous présenter aussi un peu de contexte sur les pratiques d'élevage pour montrer comment elles évoluent et comment on peut avoir des améliorations en lien avec le bien-être animal. Alors, la première chose à savoir, c'est que il y a un projet qui s'appelait Accept qui a regardé ce que l'avis des Français sur les pratiques d'élevage et d'une manière très générale les pratiques qui sont jugées douloureuses ou contraignantes pour les animaux, comme par exemple l'écornage pour les bovins, mais c'est aussi la coupe des queues pour les porcs, l'élevage en bâtiment ou en cage, elles sont jugées choquantes par 70% des citoyens interrogés. Et également, on a un contexte réglementaire et extra-réglementaire où on peut avoir une interprétation divergente de la réglementation entre certains acteurs, par exemple les filières et les associations de protection animale qui essayent d'améliorer le bien-être des animaux d'élevage et également un développement de pratiques extra-réglementaires qui se fait en réponse ou non à la demande citoyenne. Et on peut citer en exemple la responsabilité sociétale des entreprises de la filière porcine, Demain le porc, qui est porté par l'interprofession et qui promeut des pratiques favorables au bien-être animal. Si on reprend un peu les conditions classiques d'élevage, ce qui vous a été présenté par Camille au début, pour la partie reproduction, on va être plutôt sur des pratiques avec rejet de la contention par la société
Et donc, on a un fonctionnement donc, qui se fait en différentes salles. La première, c'est la salle de verratrie, donc de l'insémination jusqu'à la confirmation de la gestation. Et pour cette partie-là, les truies sont bloquées en salle de contention, en général 35 jours. Elles sont ensuite déplacées en groupe et libres, donc pour une durée d'environ 80 jours dans des salles qu'on appelle des salles de gestation. Puis, une semaine environ avant la mise bas prévue, elles entrent en salle de maternité où elles sont bloquées dans des cages, en général 35 jours. Ça, c'est pour la pratique standard. Et actuellement, on a des pratiques alternatives qui se développent, qu'on appelle la verratrie liberté, où les truies vont être libres pendant les 35 jours où elles étaient bloquées pour la partie qui va de l'insémination jusqu'à la confirmation de la gestation, ou des salles de maternité liberté, où cette fois-ci, les truies, elles sont libres pendant une partie de la lactation et ou la semaine qui précède la mise bas. Pour ce qui est des pratiques alternatives pour tout ce qui est partie engraissement, donc les porcs destinés à l'abattage, on va avoir des pratiques alternatives aux soins au porcelet. Donc les soins, ils sont réalisés pour éviter les blessures sur les animaux. Ça peut être par exemple les pratiques alternatives de garder des porcs à queue entière alors que la queue est coupée pour éviter qu'ils se la mordent, ou d'éviter de meuler les dents des porcelets. Donc, comme on voit sur la photo à droite, les porcelets ils naissent avec des dents pointues et qu'ils utilisent pour garder leur tétine au niveau de la mamelle de la truie, et donc qui peut être extrêmement blessant pour les porcelets à côté si ils donnent des coups de tête. Donc, en évitant le meulage, on promeut quand même des soins en moins sur les animaux. D'autres pratiques alternatives, ça va être la sociabilisation des porcelets qui est prévue pour préparer le post-sevrage et diminuer l'agressivité des truies, ou plutôt déplacer les combats hiérarchiques des animaux à un stade un peu plus précoce. Donc, comme on peut le voir sur les photos, l'idée c'est de retirer les cloisons ou de laisser en fait différentes portées interagir entre elles. Maintenant qu'on a fait un point finalement sur l'élevage de porc de manière classique et les différentes alternatives en termes de bien-être, on va vous présenter quelles conséquences ces nouvelles pratiques ont sur le travail des éleveurs de porc. En premier lieu, on note une évolution des conditions de travail à travers une modification des tâches. On voit à travers les témoignages d'éleveurs qu'on a de moins en moins de tâches physiques qui sont remplacées finalement par des tâches de surveillance. Donc, pour reprendre les propos d'éleveurs en verratrie liberté, on a eu des éleveurs qui nous disaient qu'ils n'avaient plus besoin de racler derrière les truies. À la place, il fallait les observer. En maternité liberté, des propos qui sont plutôt on fait plus de surveillance pour comprendre le comportement des truies en liberté, où il y a plus de surveillance mais moins de travail pour nourrir les truies. Ou encore, pour le meulage, le travail de mon salarié se transforme en une tâche d'observation beaucoup plus agréable et beaucoup moins pénible. Et finalement, pour ce changement, cette modification des tâches, et de passer de moins de tâches physiques à plus de surveillance, ça s'accompagne d'un temps d'adaptation nécessaire pour se faire finalement son œil d'éleveur et comprendre le comportement de ces animaux avec ces nouvelles pratiques. Ça amène des nouvelles habitudes de travail aussi, et ça se traduit très bien dans les propos d'éleveurs. Par exemple, pour le meulage, un éleveur qui nous a dit c'est l'animal qui nous indique la marche à suivre. Pour les maternités liberté, des éleveurs qui nous disent qu'on comprend mieux le fonctionnement des animaux en liberté, qu'il faut oublier ce qu'on savait avec la truie bloquée et continuer d'échanger avec d'autres éleveurs sur ces pratiques. Ou encore sur la sociabilisation des porcelets. Au début, on teste, mais très vite, on les laisse faire, on regarde leur comportement. Ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, on vous parle de pratiques alternatives, mais que on pourrait dire pour chaque pratique alternative qu'il y a une multitude de situations et que chaque situation, elle est adaptée à chaque élevage.
en fonction des besoins des éleveurs. Donc, on voit qu'on a des conduites variables, par exemple sur la durée de contention. Donc, en bas à droite, vous avez un schéma qui vous montre la variabilité des durées de contention en maternité-liberté entre des éleveurs qui laissent la truie libre une grande partie de sa présence en maternité et d'autres qui sécurisent un peu plus les performances en restant bloqués un peu plus longtemps ou la propreté de la case. Ça peut être des conduites variables aussi sur l'âge de sociabilisation des porcelets ou le nombre de portées à sociabiliser. Donc, dans les enquêtes qu'il y a eu, on avait des sociabilisations entre 1 jour d'âge jusqu'à 20 jours d'âge ou entre 2 portées à 20 portées. Et ça peut être également pour tout ce qui est arrêt des soins au porcelet, un arrêt partiel ciblé sur certains animaux les moins à risque ou un arrêt total de ces pratiques. La situation, elle est aussi adaptée à chaque élevage à travers les équipements qui sont mis en place. Donc, on a des équipements qui peuvent être choisis en fonction des habitudes de travail. Donc, sur le bandeau supérieur, vous avez 3 types d'équipements pour réaliser une zone de confort des porcelets. La première, en haut à gauche, c'est une dalle de plastique plein surmontée d'une lampe chauffante. La deuxième, on voit que cette dalle a aussi un couvercle supplémentaire qui permet de garder la chaleur. Et la troisième, on est plutôt sur une niche totalement fermée. Donc, en fonction des habitudes de travail des éleveurs, on peut avoir le choix de la première zone qui sera plus favorable à une surveillance facilitée des porcelets ou de la troisième zone de confort, donc la niche qui est plutôt adaptée si on veut garder la température contrôlée dans cet espace ou pouvoir bloquer ses porcelets à l'aide de la porte. Sur le bandeau en bas, on voit différentes pratiques en verraterie. Donc, on peut avoir le choix, par exemple, de ce qu'on appelle un logement réfectoire-courette, comme vous avez en bas à gauche, qui permet de bloquer les truies, ou des logements plutôt en bas-flanc, c'est la photo du milieu. Et certains éleveurs aussi qui choisissent des systèmes qui permettent de détecter les chaleurs. Donc, c'est la photo en bas à droite où vous avez le groupe de truies libre qui peut interagir avec un verra. Et donc, plus les truies vont interagir avec le verra pendant la phase de gestation, plus on aura de chances de détecter des éventuels retours en chaleur. Pour poursuivre sur les choix d'équipement, on a des choix d'équipement qui impactent aussi la facilité et le confort de travail. Donc, en maternité liberté, on va laisser les truies beaucoup plus libres et donc on va avoir tendance à avoir des équipements qui ont des cloisons beaucoup plus hautes et on peut mettre en place des équipements qui permettent de mieux surveiller les animaux. Quand la truie est bloquée, par exemple, c'est le cas de cette photo qui montre une cloison amovible. Donc, quand la truie est bloquée, on peut baisser la cloison et faciliter la surveillance. Et une fois que la truie est libre, on remonte la demi-cloison et on favorise la sécurité de l'éleveur. Sur cette photo-là, vous avez un exemple de décrochement, donc plutôt au milieu de la photo en bas, qui permet d'avoir accès à l'auge de la truie, à l'augette des porcelets et également au nid des porcelets, donc faciliter le travail à travers ce choix de décrochement. Ici, un choix de trappe à déjection maison, donc c'est un renfort sur le bord de la case et une découpe du caillebotis qui permet à l'éleveur finalement de racler les déjections à l'arrière de la truie quand elle est bloquée et directement de les poser dans ce trou directement dans la fosse et donc d'éviter de porter un seau toute la journée pour ramasser les déjections quand la truie est bloquée. Et enfin, autre exemple, c'est un capot pour une niche à porcelet. Donc c'est un capot qui est réalisé en plastique qui est très léger, qui peut s'ouvrir dans plusieurs sens, donc qui facilite la manutention du capot, mais également la surveillance, tout en permettant de maintenir un environnement chaud pour les porcelets. Et là, parfois, on fait des pratiques, on met en place des nouvelles choses dans de l'existant. Donc là, c'est le cas, par exemple, de la sociabilisation des porcelets. Et parfois, on est contraint par l'existant. Euh, donc, par exemple, la première photo en haut à gauche avec les flèches vertes.
Donc les flèches, elles indiquent les cloisons qui sont restées sur place, qui servent normalement à fermer les petites cases. Les cloisons, là, elles sont entrouvertes pour permettre aux porcelets de voyager entre diverses cases et d'avoir accès au couloir central. Donc là, dans cette salle, déjà, il n'y a qu'un couloir qu'on peut voir là. Il n'y en a pas sur les côtés. Ça veut dire que l'éleveur va aussi emprunter ce couloir pour aller faire sa surveillance quotidienne et l'intervention auprès des animaux. Là, il a entrouvert les cloisons sur le couloir et ça veut dire qu'il doit enjamber, en fait, qu'il doit les enjamber pour aller tout au fond de la salle. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas pratique forcément. Il y a parfois des éleveurs qui disent bah, je ne sociabilise, j'aime cette pratique, mais je ne sociabilise que au fond de ma salle. Ça veut dire qu'ils sociabilisent peut-être 10% de ces cases, de ces portées, parce ils disent bah, je veux pas enjamber toutes les cloisons, c'est trop pénible. Sinon, bah, il y a l'option de retirer les cloisons comme dans la photo de droite en haut. Donc là, il y a là un peu de manutention parce qu'il faut d'abord toutes les retirer. Et ensuite, là, ils décident de les laisser dans la salle. Donc, ils les regroupent, mais elles sont à portée des porcelets. Ça veut dire aussi que faut s'assurer que ça va bien tenir, qu'ils vont pas se blesser dessus ou les faire tomber. Mais déjà, ça facilite quand même, par contre, les déplacements de l'éleveur dans la salle. Et après, ce qui est plus pratique, mais là, ça demande du bricolage, c'est donc de pas avoir à justement gérer l'ouverture des cloisons et d'avoir les porcelets dans les couloirs. Là, du coup, en bas à gauche, vous avez une petite trappe qui a été découpée dans les cloisons existantes. Et du coup, là, cette trappe, elle permet de faire passer les porcelets d'une case à une autre sans avoir à ouvrir les cloisons et sans avoir à ce qui passe dans les couloirs qu'emprunte l'éleveur. Là, ça fait aussi, c'est quand même plus pratique. Après, du coup, les porcelets ont plus de surface, on va dire, de disponible, mais ils n'ont pas en plus les couloirs. Alors que c'est vrai que parfois les couloirs permettent d'agrandir en fait des cases qui sont historiquement qui sont assez vieilles et qui étaient dimensionnées pour moins de porcelets nés. Bon là du coup voilà ça peut être quelque chose qui peut être envisageable et qui n'est pas non plus très coûteux. Ça demande du temps quoi. Mais c'est vrai que du coup, quand on a posé la question des inconvénients en fait sur cette pratique, en fait, il n'y avait pas énormément d'inconvénients contrairement aux avantages. Donc là, c'est ce qui était ressorti. Il n'y avait pas un gros consensus sur des types d'inconvénients, enfin sur vraiment un inconvénient particulier, mais par contre, ce qui revenait, ça tournait quand même beaucoup autour de la thématique de la praticité et sur de l'existant qui n'était pas forcément adapté à cette pratique. Voilà, conception inadaptée des cases, déplacement dans les cases, donc plus difficile, la nécessité d'enjamber les cloisons parfois, et la difficulté à attraper les porcelets. C'est vrai qu'après, pour intervenir sur les porcelets, bah, vu qu'ils ont plus de surface de fuite, c'est plus compliqué. Et puis, à la manutention et le stockage des cloisons, comme on peut le voir sur les photos. Tu peux passer, Nicolas. Donc après, il y a aussi une autre thématique sur laquelle il peut y avoir des impacts, c'est sur la sécurité, où effectivement, bah, par rapport à certaines pratiques, il peut y avoir une demande de plus de vigilance. Donc d'abord sur la sécurité des personnes, puisque au-delà des aspects temporels et physiques du travail, il y a quand même des changements de pratiques voilà,
qui peuvent entraîner des problèmes de sécurité. Les animaux, par exemple, dans le cadre de la socialisation des porcelets, ils peuvent devenir très curieux et très sociables, mais peut-être même trop, comme dans la photo la plus haute, où en fait, bah, ils sont tellement curieux qu'ils se mettent vraiment en groupe autour de l'éleveur qui rentre dans les maternités. Et ça peut en fait rendre difficile bah, pour les joueurs de se déplacer dans la salle. Ils peuvent même aller jusqu'à mordiller les bottes, les jambes. Et donc là, c'est plus compliqué. Alors là, il faut s'imaginer que c'est des porcelets en matière qui vont faire peut-être maximum 9 kilos avant le sevrage, 9 ou 10 kilos. Mais en fait, enfin, en tout cas de ce qu'on a pu remarquer aussi dans les essais dans notre station, ils gardent cet aspect sociable. Et quand on rentre dans les salles d'engraissement et qui font 90 kilos, ça peut être plus compliqué aussi s'ils s'approchent trop, enfin autant des l'éleveur. Ensuite, dans les maternités liberté, les truies peuvent plus euh, bah, exposer leur comportement maternel et l'exprimer. Et du coup, elles peuvent avoir tendance à vouloir défendre les porcelets quand l'éleveur veut rentrer dans la case pour intervenir sur eux ou sur la truie. Et elle peut du coup montrer des comportements agressifs. Et comme le prouve la citation, la verbatim, je ne laisserai pas faire un stagiaire faire ça, libérer les truies. Donc c'est vrai que c'est un instant où il faut avoir quand même des réflexes et prévoir comment faire le travail pour libérer la truie, mais rester en sécurité. Et ensuite, il y a aussi la sécurité des animaux qui entre en jeu. Par exemple, pour la socialisation des porcelets, bah, ça peut entraîner des surprises puisqu'ils sont curieux et qu'ils vont un peu partout dans la salle. Il y a des fois des éleveurs qui sont arrivés avec des porcelets qui étaient sortis, qui avaient réussi à ouvrir la porte des salles et à sortir dans les couloirs de l'élevage. Donc ça veut dire qu'il faut sécuriser les portes, aussi les trappes d'accès aux fosses ou aux pré-fosses en dessous des caillebotis. Et aussi plus de difficultés à attraper, enfin à gérer les porcelets malades ou blessés. Donc ça peut avoir des penchants là-dessus sur la sécurité. Et puis sur la charge mentale, donc qui est parfois accrue. Donc effectivement, il peut y avoir un développement de la crainte de retrouver des animaux blessés lors des tours de surveillance. Après, et puis bah, les blessures, c'est pas bon pour le bien-être animal évidemment, et ça peut aussi entraîner des baisses de performance, et donc baisse de performance dit aussi perte économique. Donc ça peut être voilà une inquiétude que l'éleveur aura. Par exemple, pour le meulage, les grosses lésions sur plusieurs porcelets, dont certains qui n'ont pas survécu, plus d'écrasement aussi. Donc ça fait des inquiétudes. Pour les maternités liberté, il y avait du stress avant la première mise bas, où ça a été un peu la panique à cause des performances. Et pareil, sur le meulage, si on revient sur les performances, bah, les baisses de performance a entraîné plus de stress. La baisse des performances a entraîné plus de stress parce que la trésorerie se tend. Ensuite, sur la relation animale, à l'animal, là, on est plus sur, c'est plutôt positif. On est sur un vecteur de plaisir au travail. Euh, C'est vrai il y a les éleveurs qui expriment un certain plaisir, une satisfaction par rapport à ces nouvelles conduites ou à ces nouveaux équipements. En particulier, les éleveurs qui sont plus animaliers, ils apprécient passer du temps à observer leurs animaux. Là, par exemple, en verraterie liberté, bah, c'est pour 9 éleveurs, en fait, il y avait un système familier et qui ne se voyait pas faire autrement. J'ai toujours fait comme ça, je ne me vois pas faire autrement. Et puis, je préfère les voir comme ça. Euh, et donc ça, on sent bien que ça leur fait plaisir. Et ça améliore aussi la relation humain-animal. Ça me rapproche de mon métier d'éleveur.
Ensuite, par rapport à la sociabilisation des porcelets, donc par rapport aux avantages qui ont pu être identifiés par les éleveurs. Donc les avantages, en fait, ils concernaient pas mal de thématiques de l'élevage. Et on peut se dire que du coup, si ça améliore plusieurs endroits dans l'élevage, ça fait que améliorer en fait le travail. Ça améliore le bien-être des animaux, les conditions de travail, le sanitaire et les performances, en tout cas selon les éleveurs. Et puis ils ajoutent que c'est agréable à voir, ça augmente la sociabilité des porcelets et ça améliore ou alors ça ne dégrade pas les performances et ça aussi c'est important. Ensuite, par rapport aux truies en liberté en maternité, donc plus ça va, moins on aime voir les truies bloquées. Et c'est vrai qu'après, bah, c'est un cercle, on va dire, vertueux où bah, en maternité, si on débloque les truies, bah, peut-être on va réfléchir aussi sur la verraterie. On fait plus de surveillance par plaisir. Avant, c'était plus par obligation. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a c'est un changement aussi de pratique et de vision du travail. Génial, j'ai plus de plaisir à travailler en maternité. Et par rapport au meulage, donc qui n'est pas systématique des dents, donc le travail de mon salarié s'est transformé en une tâche d'observation beaucoup plus agréable et beaucoup moins pénible. Donc c'est vrai que Nicolas l'avait déjà dit, mais ça mérite d'y refaire attention parce que c'est aussi un retour des salariés pour les éleveurs. Et ça, c'est aussi important sur la motivation des salariés. Donc, pour conclure par rapport à cette présentation, donc euh, les nouvelles pratiques, c'est pas ou les nouveaux équipements, ça entraîne des modifications des tâches avec la disparition des tâches physiques qui sont remplacées par de l'observation des animaux. Les éleveurs qui choisissent la conduite et le matériel le plus adapté à leurs conditions d'élevage pour maximiser le bien-être et leur bien-être, mais aussi celui des animaux et les performances. Souvent, les conditions de travail sont directement influencées par le choix des équipements. Donc, il faut bien réfléchir en amont de tout ça pour justement bien faciliter son travail et pas dégrader le travail et le quotidien. Et malgré des appréhensions parfois au démarrage, les éleveurs trouvent du plaisir à travailler dans leur nouveau système. Donc, il faudra accompagner les éleveurs compte tenu du nouveau rapport au travail et à l'animal qu'entraînent ces conduites. Et donc, bah, ça peut aussi représenter, enfin, ces nouvelles pratiques et ces nouveaux équipements peuvent en plus représenter un atout dans le recrutement des salariés. Ouais, je vous remercie de votre attention et puis bah, maintenant on est ouvert on est dans l'attente de vos questions. Beaucoup Camille et Nicolas pour votre présentation. Donc, comme ils vous y ont invité, n'hésitez pas à poser vos travails, pardon, à poser vos questions. Caroline, voilà, je t'enjoins à ouvrir ton micro et ta caméra parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de questions, donc vas-y, adresse-la directement. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Donc j'avais deux questions au niveau de la charge mentale. Enfin, vous dites que voilà, changer de pratique, changer de mode de gestion. Euh, Carole, on voit ton écran. Ah non, normalement non, Ça c'est pas le génère mien. ça génère pas mal de stress. Est-ce que finalement le stress, il est limité à la période de transition et une fois qu'ils ont trouvé une nouvelle organisation, une nouvelle manière de travailler, ça se gère bien? Ou est-ce que ça reste dans le temps mais c'est contrebalancé par d'autres avantages? Euh, bah, par rapport à la sociabilisation, en tout cas, ils ont eu des petites surprises au début, comme je disais, mais en fait, une fois qu'ils le prennent en compte et bah, au final, bon, bah, ok, j'ai dû faire quelques changements, j'ai eu des petits pics de stress au début, mais en fait, après, bah, ça roule, quoi. Et par rapport à la verraterie liberté, c'est pareil. C'était ben, déjà euh, s'habituer à voir peut-être plus d'agressivité au moment où les truies sont mises en groupe. Et donc, parfois, c'est quelque chose qui peut faire peur aux éleveurs.
Et en fait, ils disent, bah, en fait, il faut accepter, il y a la hiérarchie qui se met. De toute façon, on décale cette agressivité, mais de toute façon, elle a lieu. Et donc, voilà, il y a aussi tout un processus d'acceptation et dans le changement. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'après, bah, si tout ça s'est passé, après, ça roule. Donc, en tout cas, par rapport à mes études. Je sais pas si Nicolas, Pour tu veux ajouter quelque compléter chose. le propos, alors je vais faire une différence entre deux pratiques, mais pour la maternité liberté, on a estimé la période de transition, on va dire moyenne des élevages qu'avaient enquêté, on va dire dans une fourchette entre la majorité des élevages entre 6 mois et 1 an et demi, pendant laquelle il peut y avoir en effet une charge mentale qui est liée aux performances qui peuvent être en baisse ou à des méthodes de travail qui sont mises en place et qui fonctionnent pas toujours. Euh, Par contre, bah, la maternité liberté, c'est structurant, on va dire, quand l'investissement est fait. Et donc, il y a pas de retour en arrière, il y a une amélioration continue. On va distinguer ça, par exemple, de l'arrêt des soins aux animaux, où on peut avoir un stress, en fait, enfin, une charge mentale qui est assez importante, qui peut conduire à, finalement, l'arrêt de la pratique alternative, où on revient à couper les queues des porcelets, où on revient à meuler les dents des porcelets, parce que finalement, comme on n'est pas dans quelque chose, un investissement structurant dans le bâtiment, on va avoir une telle charge mentale qui, c'est des choses qui peuvent se passer un peu aléatoirement. On a eu des éleveurs qui fonctionnaient avec des queues entières pendant 1 an et demi où tout se passait bien, et du jour au lendemain, ils ont eu des énormes problèmes de blessures sur leurs animaux. Donc, c'est pour ces choses-là, on va dire, il n'y a pas la charge mentale s'estompe pas forcément, ça peut tomber un peu à tout moment, donc ça peut conduire à la remise en cause de la nouvelle pratique. Ok, merci. Et puis l'autre question, mais vous avez un peu répondu, c'est il faut combien de temps pour se faire l'œil, enfin, c'est-à-dire savoir quand, comment observer, qu'est-ce qu'on observe, et voilà. Mais tu disais que ça pouvait être assez long en fait, le temps d'avoir des repères, enfin, sur les truies en matière liberté par exemple. Oui, et puis c'est beaucoup, on voit chez les éleveurs quand ils nous parlent de la mise en place de ces nouvelles pratiques et du changement que ça apporte. Euh, Chaque nouvelle pratique, finalement, comprend différentes étapes qui vont être testées, et à chaque nouveau test, on va avoir une nouvelle observation Ouais. et potentiellement une nouvelle situation d'élevage où il va falloir estimer le comportement des animaux, chose qui s'exprimait peut-être un peu moins avec les pratiques classiques, quoi. Donc en effet, Merci. ça peut durer Merci. longtemps. Est-ce que nous avons d'autres questions? Sinon, j'en ai une. Alors, voilà, bah, je me lance. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vous montrer vraiment les modifications de compétences professionnelles des éleveurs et de leurs salariés et le fait que ce soit plus valorisant. La question que je me pose, c'est comment, pour ceux qui vont se lancer dans ces nouvelles pratiques ou cette utilisation de nouveaux matériels, comment se fait l'accompagnement? Est-ce que les éleveurs qui sont déjà passés à l'acte et qui sont déjà convaincus sont mobilisés pour accompagner les nouveaux ou pas du tout? Enfin voilà, comment vous accompagnez les éleveurs sur ces modifications d'acquisition de compétences professionnelles? Alors, on va dire, il y a des choses où nous non plus, on est toujours en train d'observer et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, on produit de plus en plus d'études derrière, et on fait le pendant. Il y a 2 points à voir, c'est comprendre comment ça se passe avec des études en station, et en parallèle aller observer comment les éleveurs pionniers en fait mettent ça en place dans leurs élevages pour avoir un peu ces deux, euh, ces deux volets, on va dire plutôt une approche terrain et plutôt une approche station pour être complémentaire dans l'information qu'on peut apporter aux éleveurs qui souhaiteraient se lancer. Mais il y a des choses
qui actuellement, et je pense principalement à l'arrêt de la coupe des queues des porcs, qui sont encore extrêmement difficiles à mettre en place en élevage et où on a des éleveurs qui pourtant le faisaient depuis, enfin, s'étaient investis fortement dans l'arrêt de cette pratique-là et qui reviennent en arrière compte tenu des conséquences négatives qu'ils ont pu avoir. Donc, Pour compléter un peu pour la sociabilisation des porcelets, c'est vrai que en fait parfois dans le cadre de journées d'échange entre éleveurs, ça peut revenir et des fois il y en a un qui va dire ah ben moi je le fais et qui va donner des conseils. En fait c'est vraiment j'ai l'impression que c'est un peu du bouche à oreille entre éleveurs parfois sur certaines pratiques, sachant que pour la sociabilisation des porcelets, pour avoir enquêté aussi les intervenants en élevage, donc pas mal de techniciens, en fait, il y a pas mal d'attentes sur justement les connaissances sur ce qu'implique la pratique. Il y a pas mal de questions que se posent les techniciens qui, pour l'instant, du coup, tâtonnent un peu sur les recommandations. En fait, il y a un manque vraiment de recommandations et de connaissances strictes sur vraiment l'influence sur les performances, le sanitaire, etc. Pour l'instant, c'est une pratique qui est arrivée par le terrain et où les techniciens ont un peu ils ont une attente en fait d'apport de connaissances. Et donc là, il y a pas mal d'études qui sont un peu sorties là-dessus et nous, on a aussi fait des essais en station pour donner un peu de référence. Donc c'est vrai que là-dessus, il peut y avoir pour l'instant un peu un manque terrain. Il y en a quelques-uns qui, par exemple des vétos qui ont pas mal travaillé dessus, mais voilà, il n'y a pas tout le monde. Et après pour la verraterie Liberté, il y a pas mal de projets maintenant en neuf qui se font où du coup j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'accompagnement technique de techniciens. D'accord. Alors pour compléter cette première question, donc Sophie Chauvat vous demande du fait, en fait, comment ça se transmet cette compétence de l'éleveur et comment en particulier les salariés sont formés à l'observation. Mm. jusqu'à maintenant, on va dire que c'était assez compliqué parce on est dans des pratiques qui n'étaient pas nécessairement démocratisées sur le terrain. Maintenant, on a une bonne idée, enfin, on commence à avoir de plus en plus de connaissances sur le comportement des animaux dans ces systèmes et on va pouvoir aiguiller les éleveurs sur, on va dire, les bases un peu du comportement des animaux. Euh, Après, il y aura toujours les situations propres à chaque élevage où finalement l'éleveur il va devoir mettre en pratique et c'est la mise en pratique qui va faire que on va avoir aussi une compréhension de plus en plus fine du comportement des animaux derrière dans le système propre à l'élevage. Mais c'est vrai que c'est une des parties qui est assez compliquée et on le voit sur la question par exemple des maternités liberté où ça se développe beaucoup que la question de la formation des éleveurs et la formation des salariés à l'observation des animaux et à la conduite d'élevage, c'est un point assez primordial pour assurer un fonctionnement optimal. Mais c'est vrai Merci. que c'est un sujet, même au-delà des nouvelles pratiques. Euh, Quand on en discute avec les éleveurs, quand ils ont des salariés, déjà il y a pas mal de problèmes de recrutement, mais du coup des fois ils disent bah j'ai des salariés, ils ont pas l'œil. Et en fait on dirait que c'est quelque chose, en tout cas quand on écoute les éleveurs, parfois on dirait que c'est quelque chose d'un peu inné. Lui il est animalier, lui il l'est pas, et donc du coup je le mets pas sur des tâches où il y a besoin d'avoir l'œil. Après, du coup, et je pense je- ils disent bon des fois je vais avec lui et je lui dis bah là tu vois celui-là il va pas bien pour telle et telle raison. Mais du coup je pense que ça prend du temps quoi à transmettre. Merci. Alors, une autre question de Zoé Zanka, en fait, deux questions. Donc, tout d'abord, est-ce qu'il y a des changements en termes de temps de travail du fait d'utiliser, en fait, de rentrer dans ces nouvelles pratiques et ces nouveaux occupements, ou seulement une modification des activités pour un temps de travail similaire? Et ensuite, est-ce que le sentiment au travail modifié, voilà, quel est le sentiment face à ce travail modifié? Est-ce qu'ils se sentent plus en accord avec les attentes sociétales?
Alors d'abord, est-ce que ça change quelque chose sur le temps et après, est-ce que ça met en accord avec les attentes de la société? Euh, alors, pour la maternité, alors tout ça, c'est des données qui n'ont pas été mesurées, c'est à dire d'éleveurs dans des enquêtes. Mais pour la maternité liberté, c'est assez partagé. On a des éleveurs qui nous disent qu'ils ont gagné du temps, des éleveurs qui nous disent que c'est à peu près égal. De toute façon, quand il y a du temps de gagner, souvent il est réinvesti dans d'autres tâches. Euh, donc c'est compliqué, du moins comme ça, à savoir si le temps est gagné ou pas. Pour les pratiques plutôt arrêt de la codectomie et arrêt du meulage des dents, on va dire que les retours d'éleveurs sont plutôt un accroissement du temps de travail puisque la surveillance est beaucoup plus importante. Sur la codectomie, par exemple, les éleveurs nous disent bah, il y a beaucoup plus de surveillance parce qu'il faut être sûr de détecter les premiers signes de morsure. Et en plus, il y a plus de temps de travail parce qu'il faut rapporter des nouveaux matériaux manipulables pour détourner l'attention des porcs en cas de début de codophagie. Donc, c'est aussi un temps supplémentaire. Ça, c'est pour la première partie de question. Je ne sais pas si Camille, toi, tu as des données sur les temps de travail. Oui, pour la sociabilisation, on gagne un tiers de temps au sevrage pour le déplacement des animaux. C'est pas mal ressorti dans les enquêtes, mais aussi dans notre essai à station. En fait, les animaux sont curieux et ils sont beaucoup plus faciles à déplacer. Ils posent moins de questions. En fait, comme ils sont habitués à explorer. Donc, il y a pas mal de gain de temps là-dessus au sevrage. Il n'y a pas d'impact sur le lavage, alors qu'on aurait pu se le dire, vu qu'on salit aussi parfois les couloirs. Et par rapport à la verraterie, bah là, oui, il n'y a pas forcément du gain de temps, mais il y a quand même des tâches plus pénibles qui sont annulées, notamment de racler derrière les truies, puisque là, du coup, elles se déplacent. Il n'y a plus besoin de racler. Et donc, c'est transformé plus par de la surveillance, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, voilà ce que je voulais ajouter par rapport au temps de travail. Merci. Et alors, votre sentiment par rapport à la modification du travail et être plus ou moins en accord avec les attentes sociétales? Alors pour les attentes sociétales, pour les maternités liberté, par exemple, on a posé la question aux éleveurs assez directement. On leur a demandé est-ce que vous considérez ce que vous faisiez, enfin ce que vous faites actuellement en maternité liberté, c'est conforme à ce que la société attend. Et sur les éleveurs qui nous ont répondu, c'était partagé. On a eu moitié des éleveurs qui nous disent oui, je pense que ça sera en accord avec ce que la société attend. Et on a moitié des éleveurs qui nous ont dit non, c'est sûr que ça conviendra pas de toute façon puisque on reste dans des systèmes en bâtiment sur caillebotis. Donc pour nous, ça sera pas, il n'y a pas de correspondance avec les attentes de la société qui veut de la paille, qui veut un accès à l'extérieur. Pour les autres pratiques, meulage des dents ou arrêt de la codectomie, on a moins de retours sur ces choses-là de la part des éleveurs. Ouais, pour compléter pour la sociabilisation, moi il parlait du bien-être animal dans les avantages, mais pas trop du sociétal. Il disait plus sur la visitabilité en se disant bah moi quand j'arrive là, je suis content, donc je me dis que des visiteurs aussi seraient contents. Mais il faisait plus pour se faire plaisir, enfin, j'ai le sentiment là. Alors que Verratri, oui là il y a plus, bah, de toute façon. On va aller dans ce sens-là réglementairement, donc je voulais y travailler dès maintenant. Là, ils s'attendent plus à de la réglementation, alors que la sociabilisation, il y aura pas. Enfin, je pense pas. C'est une pratique qu'on peut pas démocratiser pour tous, tandis que la verraterie, ouais, ils se disent que de toute façon, ça va évoluer en réglementaire. Alors, on a une question qui est un peu moderne. Je ne sais pas si Madame Le Guénic a la possibilité d'ouvrir sa caméra, si vous voulez l'adresser directement.
Oui, bonjour. Donc, je me faisais la réflexion que quand on passe du temps de surveillance et qu'on emploie des salariés, on peut se poser la question de passer à de la surveillance vidéo plutôt que de la surveillance, plutôt que du travail humain, puisque en fait, enfin classiquement, le temps, enfin, il y a quand même une difficulté à considérer que le temps de surveillance est un temps de travail en tant que tel. Dans les professions enfin manuelles enfin donc du coup je me pose vraiment cette question de est-ce que ça risque pas de remplacer le travail humain enfin et du coup qu'on perde l'avantage dont parlait Camille sur par exemple la possibilité de déplacer plus facilement des animaux parce que la relation homme-animal s'est déjà créée en fait. Alors, je peux tenter un début de réponse. Moi, je trouve la question très intéressante Ouais. et aussi très complexe. Je- Personnellement, j'aurais tendance à dire pas totalement. On ne pourra pas totalement, de toute façon, remplacer le travail de surveillance par de la vidéo. D'une part, je pense aussi, à cause de cette question de relation homme-animal au sein des élevages, puisque la surveillance, elle participe en elle-même à augmenter la confiance des animaux. On se place quand même enfin, pas nécessairement au Mhm. contact physique des animaux, mais on est dans l'environnement des animaux. Ils ont l'habitude de voir quelqu'un et ça permet quand même de travailler, enfin, de créer un lien entre le travailleur et l'animal. Donc, pour moi, la compréhension de l'animal va passer par ce lien aussi. Ce lien va me permettre de mieux comprendre l'animal. Mais ça, c'est peut-être mon passé d'éthologue aussi qui Bah, après, je parle. me dis ouais, pardon. Mais d'utilisateurs de vidéos aussi, donc t'as les deux volets, donc ta réponse est intéressante. Après, je me dis qu'en pratique, ça serait compliqué parce que il y a quand même, enfin, dans les matières, il y a les nids, donc ça, il faudrait une caméra dans le nid, une caméra dans les cases, il y a des zones d'ombre, il faudrait une caméra par case parce qu'on pourrait pas tout voir, donc en fait, il faudrait plein d'écrans, donc est-ce que ce serait pas plus complexe encore d'avoir, ou alors il faudrait mettre une IA qui analyse du coup les Mm. images, quoi. Mais ouais, c'est compliqué. Mais dans un modèle avec des salariés, la question peut se poser en fait. Ah oui, oui, bah, pour certaines choses très ciblées, on peut penser à avoir des caméras enfin, qui soient régulièrement réparties, on va dire, au sein de l'élevage. Mais en effet, si on n'a pas après une caméra par case ou Mm. par endroit, on va aussi manquer une partie de l'information qui est que bah, finalement, compte tenu de l'individualité de chaque animal présent, la dynamique au sein de chaque case va être différente et si on a l'information sur une case, nécessairement, ça nous Mm. donnera pas forcément l'information sur la case suivante et donc Merci. ça veut dire beaucoup de choses à tourner en même temps pour essayer de surveiller tout. Si vraiment on veut surveiller tout, alors après c'est aussi bah, on accepte en ayant ces pratiques-là d'avoir une maîtrise qui est peut-être un peu moins poussée et un peu plus d'incertitude sur ce qui peut se passer parce qu'on laisse les animaux beaucoup plus faire dans ces systèmes sans contention, par exemple. Ok, merci. Merci beaucoup. Nous avons encore un petit peu de temps. Est-ce que vous avez des questions encore qui vous voulez dire? Tout le monde a été effrayé des nouvelles technologies de surveillance pour les cochons. Non, pas de questions, pas de regrets?
Nicolas et Camille, est-ce que vous avez un dernier mot que vous avez envie de partager par rapport à vos travaux? Ah, si, Madame Le Guénic a une nouvelle question. Allez-y, n'hésitez pas. Non? Pas payé. Non, non, excusez-moi. Ah, Erreur. c'était une erreur de Manu. Ah. Bon, alors, les gens vous remercient pour la qualité de votre intervention. Donc, Nicolas, Camille, si vous avez encore quelque chose à ajouter. Bah, c'est Nicolas, normalement il y a une autre diapo avec les références si vous voulez aller plus loin il y a le lien en fait de nos différentes synthèses d'études voilà pour ceux qui voudraient avoir plus de